Bonjour, d'abord nous sommes très heureux d'intervenir en direct du Congrès national de rythmologie qui se tient comme tous les 2 ans à Avignon et qui cette année regroupe un nombre très important de participants, ce qui témoigne de l'intérêt de la discipline pour nos collègues à la fois médecins et techniciens infirmiers. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir avoir avec nous le professeur Christophe Leclerc de Rennes, que tout le monde connaît, et qui cette année a accédé à une fonction très importante au sein de l'European Heart Rhythm Association. Christophe, est-ce que tu peux commenter un petit peu cette élection au poste de secrétaire de HERA? Merci Jean-Claude. Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier le bureau et toi en tant que président pour le soutien que vous avez apporté au cours de cette élection. Et c'est vrai que c'était extrêmement important qu'un Français soit au bord de HERA. Alors HERA est une organisation importante puisqu'il y a aujourd'hui près de 2000 inscrits. Et il faut bien reconnaître que si la rythmologie française est très active dans les innovations technologiques, les publications, elle l'était nettement moins sur le plan européen. Et je pense que mon élection devrait permettre à plus de Français de participer à HERA parce que seulement 8% des inscrits à HERA sont français. Je pense que ce n'est pas assez. D'autre part, je vais profiter de ma position pour aussi promouvoir tous les avantages que les gens peuvent retirer de leur inscription à HERA, et notamment en termes d'éducation et pour nos plus jeunes, car il y a toute une richesse importante d'éducation. D'accord, donc tu penses qu'indiscutablement la France n'était pas assez présente et que grâce à toi et grâce à l'effort de chacun, la représentativité de la France va augmenter dans cette association. J'espère en tout cas. Très bien. Christophe, je voulais, si tu es d'accord, discuter avec toi d'un tout autre problème. Tu as participé à la task force de la Société européenne de cardiologie qui, au cours des 2 dernières années, a établi les nouvelles recommandations concernant la stimulation cardiaque et la resynchronisation. Alors, je crois que c'est quelque chose de très important. Ces guidelines ont été publiés d'abord en juin et puis finalement un petit peu plus longuement à la fin du mois d'août lors du congrès de l'ESC. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les points les plus importants concernant la resynchronisation? Et je dois dire que j'entends déjà parler beaucoup de cette séparation que vous avez introduite concernant les patients avec bloc gauche, les patients sans bloc gauche. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Donc d'abord, pour rappeler que les recommandations sont des aides à la décision. Hein. Ces recommandations ne sont pas opposables, hein, bien évidemment. Et il faut adapter chaque patient à son propre cas. Nous avons essayé de simplifier les recommandations parce que les recommandations précédentes étaient un petit peu complexes, séparant les patients en classe 2, en classe 3, avec des valeurs de fraction d'éjection et de QRS qui étaient différentes. Là, pour les patients rythme sinusal, s'ils ont une fraction d'éjection inférieure à 35% malgré un traitement médical optimal, s'ils ont un bloc de branche gauche, et c'est vrai que la notion de bloc de branche gauche est extrêmement importante, avec des QRS qui sont larges, supérieurs à 150 millisecondes, c'est une indication de classe 1, avec un niveau de preuve qui est maximum le A. Si les patients ont un bloc de branche gauche mais des QRS intermédiaires, là il y a eu quelques discussions, nous l'avons laissé en classe 1, mais le niveau de preuve est moins bon, donc on peut dire que plus le QRS est large, plus le patient a un bloc de branche gauche, meilleure sera la réponse à la resynchronisation. Par contre, chez les patients qui n'ont pas de bloc de branche gauche, et cela inclut les patients avec un bloc de branche droit ou ce qu'on appelle les troubles de conduction intraventriculaire, là les recommandations sont plus en retrait, notamment faisant intervenir la durée des QRS. Plus les QRS sont larges, plus le niveau de recommandation est élevé. Par contre, lorsque les QRS sont moins larges, il est bien évident qu'en cas de bloc de branche droit, ça devient une indication de niveau 2B, donc avec des réserves, je dirais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas obligatoirement implanter ces patients, mais si on les implante, il faut au moins les informer que le taux de réponse risque d'être beaucoup plus bas que le 70% classique. D'accord, merci beaucoup. Donc en fait, on peut être très à l'aise avec le bloc de branche gauche, et quand on a un patient qui a un QRS élargi par un autre trouble conductif qu'un bloc de branche gauche typique, il faut vraiment que le QRS dépasse 150 millisecondes. Très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour t'être prêté à cette interview. Je crois que tu nous as donné des informations très importantes. Je rappellerai le rôle crucial que tu vas jouer dans HERA dans les années qui viennent. Et puis, merci aussi pour tous les travaux qui ont été faits sur la resynchronisation et qui ont permis d'aboutir à ces recommandations que l'on peut trouver sur le site de la Société européenne et d'HERA d'ailleurs.